Alors aujourd'hui, je reçois Élodie Crépel. Élodie Crépel, elle a fait ses preuves, j'ai envie de dire. On a bien pu constater toute son expertise autour des neuroatypiques, c'est-à-dire les personnes qui ont une certaine sensibilité ou un certain degré d'intelligence ou voilà, des différences de perception du monde, de ce qui les entoure et surtout de soi-même. Et le but de tous ces livres, en fait, c'est de mieux se comprendre et de mieux s'accepter, même si on est différent avec notre voisin. Donc, c'est une médiatrice familiale. Elle est maître en psychanalyse, elle est conférencière, formatrice et vraiment elle a cœur à partager ses connaissances sur le sujet de tout ce qui est personnes atypiques, les neuroatypiques. On le voit sur Instagram, ça se voit que c'est une passion, quoi. Moi, personnellement, je l'ai invitée dans ce podcast parce que réellement, j'ai l'impression qu'elle a à cœur de partager avec nous tout ce qu'elle connaît, tout ce qu'elle sait pour qu'on puisse mieux vivre nos différences. Donc, j'espère que cet épisode va t'apporter toutes les informations dont tu as besoin si jamais tu es concerné. Et sinon, ça fait toujours de la bonne culture générale. Et peut-être que tu vas reconnaître des personnes qui t'entourent, qui correspondent au profil que nous allons traiter dans cet épisode. Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière formée à la naturopathie, coach en résilience et passionnée de tricot. Et à travers mon podcast, j'aimerais t'aider à sortir de ton isolement, à déculpabiliser pour vraiment prendre soin de toi et sortir du burn-out. Du coup, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on va parler de désespoir, harcèlement, fatigue, mal-être, vraiment quand on est tout au bout du rouleau, mais aussi d'espoir, de reconversion, d'épanouissement, de bien-être, d'accomplissement de soi et surtout de trichothérapie. Pour faire le point sur ta situation et voir comment je peux t'aider, réserve ton appel découverte. Tu trouveras le lien dans le descriptif. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Elodie, comment tu vas? Coucou, ça va, merci, très contente et très flattée d'être invitée, donc merci Et beaucoup. moi, je suis super ravie de t'accueillir dans le podcast des Burnies, qui est un podcast donc réservé pour les femmes épuisées et en mal-être et qui veulent du coup reprendre goût à la vie. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de l'hypersensibilité, mais pas que, de toutes les différences. D'ailleurs, on verra dans les définitions pourquoi est-ce qu'on parle de différence. Mais avant tout, qui est Élodie Crépel? C'est une très bonne question. Il y a le côté pro, le côté perso. Mm. Je pense qu'on me connaît sur les réseaux sociaux, notamment en étant une professionnelle qui a développé son expertise autour des atypies et plus particulièrement sur la douance, donc le fait d'être surdoué et l'hypersensibilité, mais scientifiquement, on va parler plutôt de haut potentiel sensible. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Du coup, moi, je donne des conférences, je forme les professionnels et j'ai écrit des livres. Et donc, j'offre du contenu sur mes réseaux sociaux à ce sujet. Au départ, je suis thérapeute, je suis maître en psychanalyse, je suis médiatrice familiale, entre autres. Et c'est vrai que j'ai pu accompagner pendant des années, et notamment des femmes atypiques. Donc, quand je parle d'atypie, je parle de neuroatypie. Et c'est un sujet, tu vois, qui me concerne aussi personnellement, puisque je le suis moi-même et que je suis maman de 4 enfants atypiques. Donc quand tu parles épuisement, je comprends. Ouais, ça doit être chaud au quotidien. Ah, disons que c'était un choix, hein. Je les Oui. ai faits en mon âme et conscience, hein. Donc je savais à quoi m'attendre, tu vois. Au début, potentiellement le premier était surpris, après tu sais dans quoi tu t'engages. J'ai pas eu des quadruplés, quoi, tu vois. T'as eu le temps, tu t'es adapté à chacun. Non, je comprends, je comprends. D'ailleurs, comment t'es arrivé à ça? Je veux dire, comment t'es arrivé à te dire, je vais me consacrer corps et âme à l'atypie, à tout ce qui est neuroatypique? Euh, Sincèrement, il y a quoi? Il y a 5 ans, on savait même pas ce que c'était, on n'en parlait pas du tout. alors en fait, moi j'ai découvert ça. J'ai toujours été une petite fille atypique. On mettait pas ce mot-là à l'époque, bien sûr, Mm. dessus, mais je me suis toujours sentie un petit peu en décalage. Euh, c'est pas allé en s'améliorant. C'est-à-dire que voilà, à la période de l'adolescence, c'est là où je me suis dit non, clairement, je viens pas de cette planète. Mm. Je comprends pas les règles, je comprends pas pourquoi ça fonctionne comme ça. Je me sentais vraiment, tu vois, à l'époque où tout le monde va aller en boîte de nuit, et moi, j'observais les étoiles dans le ciel en me demandant en fait qu'est-ce que je fous là.
Donc, il y avait vraiment un décalage très très grand et j'avais du mal à trouver un écho dans en fait, mes amis. J'avais du mal avec l'amitié parce que pour moi, l'amitié, tu vois, il y avait quelque chose de fort, Mm, d'intense. La loyauté, pour moi, mm. c'était hyper important. J'avais des valeurs très fortes comme ça. Et je trouvais pas forcément cet écho-là. Et donc, des fois, on se sent seul, c'est pas évident. Mais j'avais pas ce mot atypie, je comprenais pas non plus que, enfin, tout ça. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand tu as la sensation d'être seule avec ces problèmes? Tu as l'impression que c'est toi le problème. Ouais, c'est ça. Et j'ai grandi et au fur et à mesure, en fait, je me suis questionnée, je suis tombée sur des documentaires, enfin, tu vois, et j'ai rencontré mon mari, qui est toujours, parce que ça fait longtemps maintenant qu'on est ensemble. Et c'est drôle parce que, tu vois, je me rappelle d'un documentaire qu'on avait vu sur la douance, et moi, je l'avais reconnu lui, et lui Mm. m'avait reconnu moi. Et enfin, on est très différents, donc je me suis dit, c'est pas possible en fait, qu'on puisse se reconnaître comme ça. Et on a voulu faire cette exploration ensemble, de comprendre en fait notre fonctionnement. Et il s'est avéré qu'on était tous les deux atypiques, donc c'était pas pour rien qu'on s'est trouvés en fait, très très jeunes, où on s'est fait écho l'un à l'autre. Et, euh, et en fait, professionnellement, je pense qu'on attire des gens qui nous ressemblent aussi. Ouais. Tu vois, j'ai été assistante sociale pendant des années, après médiatrice familiale, puis thérapeute, et finalement, les gens qui venaient à moi et qui restaient, parce qu'après, qui viennent à toi, c'est du tout venant, mais ceux qui restent, tu vois, et dans ta sphère, et qui ont envie d'être accompagnés, bah, c'était aussi des personnes atypiques. Et là, je me suis dit, mince, j'ai pas les outils, en fait, pour accompagner. C'est-à-dire que j'en ai fait des études, tu vois, je suis allée jusqu'au doctorat et tout, j'en ai fait des études. Euh, mais je trouvais que dans mes masters, dans toutes les formations que j'ai pu faire, c'était pour du tout venant. Et ça correspondait pas au profil des gens qui venaient me voir et qui demandaient une autre créativité, une autre manière de les aborder et d'autres outils et d'autres clés. Bah, je pense Et là, ne serait-ce que d'être compris, parce que du coup, si les professionnels ne sont pas formés à ce genre de d'atypie, c'est-à-dire que ton patient, du coup, non, peut-être pas ton patient, ton consultant, je sais pas comment tu dis, ça dépend de ton métier en fait, mais en tout cas, on va dire la personne qui vient te voir, qui quoi. vient te voir, tu la comprends pas, tu ne la cernes pas, et si elles-mêmes elles se sont pas comprises, elle peut, enfin, une thérapie, elle peut pas avancer, enfin, C'est c'est ça. problématique. Du coup, il y a une grosse faille finalement dans l'éducation nationale supérieure. Disons que, en fait, on va dire en France, on a quand même beaucoup, beaucoup de retard parce que toi, tu disais il y a Ouais. 5 ans, on ne savait pas, mais en fait, par exemple, si on prend l'hypersensibilité qui a été découverte scientifiquement par le docteur Helen Aron et son mari, le docteur Arthur Aron, ça fait plus de 30 ans qu'ils ont Hmm. des données scientifiques sur le sujet, tu vois. Et moi, aujourd'hui, j'habite au Royaume-Uni et je vois la différence et je me rends compte du retard qu'on a en France, ou en tout cas en francophonie, en Europe. Hmm. C'est vraiment, enfin, voilà. Si on prend par exemple le docteur Savario Tomasella, parce que j'ai été aussi co-dirigeante de l'Observatoire de la sensibilité, qui a été créé par le docteur Savario Tomasella, et lui, ça fait quand même une dizaine d'années, ça doit faire 15 ans, je pense, qu'il écrit sur ces sujets-là. Tu vois, en fait, on le sait, mais ça a Ouais. du mal à changer, ça a du mal à bouger. Et je crois qu'encore aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup de psys, tu vois, qui viennent me voir pour être formés. Et ils me disent, mais on n'est pas du tout formé dans les heures de psy. Et je dis, je sais, je sais. Je sais qu'à la fac, on n'est pas formé et que ça a du mal à rentrer là-dessus. Ou certaines facs, quand même, en France, ont un petit truc, tu vois, mais plutôt sur la douance, Ouais. sur la haute sensibilité. Sinon, ils confondent tout. Ils croient que la haute sensibilité, enfin l'hypersensibilité, c'est de la santé mentale. Absolument Hmm. pas. La santé mentale concerne tout le monde. Que tu sois Hmm. hypersensible ou non, on est tous sujets et on a tous une santé mentale comme une santé Clair. Ouais. physique. Tu vois, ça concerne tout le monde. Et du coup, on arrive à cet amalgame, se dire, si je suis hypersensible, j'ai un problème, je dois me faire soigner. Ouais. Non, tu dois te faire soigner si derrière il y a des pathologies, si derrière des difficultés, si derrière il y a des souffrances, en effet. Mais le nombre de personnes hypersensibles qui vivent très très bien et qui sont très heureuses comme ça et qui n'ont pas à se faire soigner, il y en a plein. Donc la vraie question, c'est que tu ne souffres pas de ta sensibilité. Il y a quelque chose qui génère une souffrance et l'hypersensibilité instaure en fait une intensité supplémentaire. Mais il y a beaucoup de mélange, tu vois, sur ces sujets-là. Bref, pour répondre à ta Bah, question, c'est, en fait, je pense que ça, je là comme ça. c'est tout le problème de, je sais pas si l'ignorance est le mot le plus adapté, mais en tout cas, on n'est tellement pas instruit là-dessus. On nous n'en parle pas. Enfin, c'est un truc qu'on devrait en parler, mais dès le plus jeune âge, ne serait-ce que pour comprendre ses copains, copines, pour bien vivre son amitié dès le plus jeune âge, on devrait en parler
très tôt, donc nous, c'est déjà pas le cas du tout. Mais en plus, même quand tu prends le secteur dédié pour, on n'en parle pas non plus. Donc forcément, c'est l'ignorance en fait qui vient créer des raccourcis et des amalgames et autres quoi. Mais bon, on est là pour éclairer un petit peu la lanterne de celles qui nous écoutent. Mais avant, je voulais savoir, quand tu disais l'épuisement, ça me parle. Du coup, toi, déjà, si tu avais une définition pour le burn-out, pour toi, ce serait quoi? Ah, bah alors, au-delà de la définition officielle de ce que c'est. Oui, 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 bah oui. Oui, parce que ça, voilà. Mais tu sais, j'étais formée pour le burn-out en fait maternel Mhm, et ça rejoint le burn-out professionnel. Tu vois, par exemple, le burn-out parental, on dit souvent, il n'y a que les parents investis qui peuvent faire un burn-out. Parce que quelqu'un qui n'est pas investi dans quelque chose, il ne peut pas faire un burn-out. Peut-être un bore-out, ce qui est mhm. totalement différent, mais il ne peut pas. Et je crois que, bon, moi, je vais parler donc au profil atypique parce que tu as compris mon expertise et mon domaine à moi, mais il y a une envie de se dépasser, de se transcender. Il y a ce côté passionnel, tu vois, chez les personnes atypiques, presque idéaliste, perfectionniste, Mm. qui fait que ça peut générer un burn-out. Parce qu'ils ne veulent pas faire les choses à moitié. C'est limite, genre, si je dois les faire à moitié, autant ne pas le faire du tout. Tu vois, dans ces profils, il y a vraiment ça. Et cette intensité, il faut aussi la mesurer parce que souvent, ce sont des personnes qui peuvent effectivement en faire beaucoup plus que les autres. Ils ont cette capacité, soit en termes de qualité, soit en termes de quantité, soit même les deux parfois. Mm. Et ils ne réalisent pas toujours qu'ils ont quand même des limites. Et Bah, c'est ça. l'entourage ne réalise pas toujours aussi qu'ils ont des limites. Tu vois, si je peux te donner un exemple, mais en tant que femme, souvent, on va vouloir peut-être une carrière professionnelle, on fonder une famille, on va vouloir gérer la maison, l'extérieur, être là pour les amis, pour la charge mentale, tu vois. Et on sait qu'on a beaucoup de choses, mais en fait, on mémorise tellement, on arrive à tellement jongler sur tout ça que les autres se reposent beaucoup sur cette femme, en fait, sur cette Ouais. femme atypique, multipotentielle, tu vois. Et elle a aussi des limites. Sauf que comme elle a l'air de tellement bien gérer, et que c'est vrai qu'elle gère tellement bien, il faut le dire, bravo, mais elle aussi, elle a des limites. Et des fois, elle n'en a pas conscience. Les autres non plus. Et surtout, les signes du burn-out chez les femmes atypiques, parce que c'est un peu plus ma spécificité, les femmes atypiques, c'est différent. C'est différent que quelqu'un qui n'est pas atypique. Tu vois, on va pas voir l'épuisement de la même manière. Mhm. Et ça, je crois que c'est hyper important de le dire parce que du coup, parfois, elles se reconnaissent pas dans le signe de burn-out. Tu vois, quand on leur fait les questions, le médecin pose des questions ou le psy, dire bah non, pas spécialement. Ouais, c'est ça. Tu vois? Oui, ça va. Et Ouais, voilà. ça va. Mais si, je gère, tout va bien. Oh, et tu vois, il y a un truc que je leur dis toujours. Ce n'est pas parce que vous pouvez le faire que Ouais, vous devez le faire. c'est clair. Et ça, c'est pas évident. Parce que quand tu sais que tu as la capacité de faire, tu te dis, mais pourquoi je le fais pas? Ça serait pas sympa et tout, ça serait pas agréable. Et puis souvent, elles sont reconnues un peu comme ça dans leur cercle social et familial sur celles qui savent. Elles savent Mm. organiser les soirées, elles savent organiser les anniversaires, elles savent déjà penser à toutes les dates d'anniversaire, tu vois. Tu vois, de toute la... Donc, elles se disent, bah, vu que ça serait pas sympa, qui va le faire à ma place sinon? Mais et puis en plus, tout le monde attend ça de moi. Et elles ont ce rôle social, elles ont ce rôle aussi professionnel. On le voit beaucoup, c'est souvent, tu vois, des personnes qui vont à la fois être aussi dans l'ombre. C'est ça que je trouve Mm. intéressant, c'est des femmes avec une grande humilité souvent, qui veulent pas se mettre en avant et qui croient que l'humilité, c'est de rester dans l'ombre. Là aussi, tu vois, il y aurait plein de choses à dire. Mais dans le monde de l'entreprise, elles sont souvent secondes. Tu vois, elles ont du mal à être premières, mais c'est elles qui ont les meilleures idées, les brillantes idées. Sauf que c'est jamais elles qui ont finalement la reconnaissance tant Ouais. financière que la reconnaissance pour dire un merci, tu vois. Donc il y a plein de choses comme ça qu'on peut développer et qui vont générer un épuisement aussi. Donc, si tu devais nous donner genre un signe pour faire la différence entre une personne atypique et non atypique par rapport au burn-out, tu vois, genre moi je connais les signes classico-classiques pour tout le monde et on peut écouter plusieurs de podcasts. À chaque fois, j'essaie de détailler et tout ça. Mais donc, pour une personne atypique, quel serait le signe qu'on verra pas chez une personne Alors, bon, bien sûr, ordinaire, je pense que je ne veux pas normative? généraliser. Ouais, ouais, je veux pas généraliser et je pense que tout ce que tu dis dans tes podcasts sur les signes doivent mettre la puce à l'oreille. Je pense qu'il faut quand même rester, se dire, c'est quand même des signes qui peuvent correspondre aux personnes atypiques. Mais il y a quelques particularités, et notamment la particularité où on s'éteint intellectuellement.
C'est-à-dire que les personnes atypiques ont quand même une soif et une curiosité. Elles ont envie de faire, elles ont envie d'apprendre. Mais malgré elles, elles ne s'en rendent pas toujours compte. C'est ça qui est intéressant. Tu vois, parfois je me dis, ah mais vous avez, par exemple, ah mais vous avez encore lu un livre. Elle fait, oui, oui, ben, j'adore les livres, mais vous savez, pour moi, c'est rien. Ok. Ouais. Un autre exemple, justement, quelqu'un va dire, ah non mais moi je lis pas de livres, je me cultive pas. Sauf qu'en attendant, la personne, elle va écouter des podcasts. C'est une chose. On se cultive énormément les podcasts. Tout à fait. Ou encore, ça peut être quelqu'un qui va s'intéresser aux gens, tu vois, énormément. Et on apprend beaucoup en parlant avec les gens, en fait. C'est une source intéressante de connaissances de partager avec quelqu'un d'autre. Ou bien, elles vont lire certaines choses, ou écouter d'autres choses, ou même apprendre de nouvelles langues, ou jouer de nouveaux instruments de musique, ou faire formation sur formation. Enfin, tu vois, il y a toujours un petit truc. Et un des signes, justement, de burn-out, c'est quand il n'y a plus cette envie-là. Oui. Donc c'est assez intellectuel et genre curiosité si elle est en déclin, voire inexistante, alors qu'avant il y avait toujours quelque chose, là on peut se dire il y a un problème. C'est ça, parce qu'il y aura plus cet enthousiasme dans cette évolution intellectuelle qu'il y a souvent chez les personnes atypiques. Ça, c'est un des signes. Un autre signe qui peut être aussi parlant, c'est cette sensation en fait que jusqu'à présent, ok, on savait qu'on était hyper émotif, voilà. Mais là, ça a des incidences tellement fortes que soit on a tout coupé, et du coup, on paraît presque hyposensible, au contraire. Et donc ça, c'est un signe de burn-out, en fait. Ouais, j'allais dire ça, c'est un signe commun pour le coup, le fait de perdre toute empathie et devenir impénétrable, quoi. Et puis, robot, quoi. On en robotise les choses, ouais. Voilà. Soit, à contrario, il y a cette intensité débordante, mais qui peut être exubérante, dans le sens où c'est exaltant tout. Parce que souvent, on le voit un peu dans des signes dépressifs, tu sais, la personne qui fait que pleurer, tout ça. Mais ça se remarque beaucoup. Donc, les personnes vont tilter ou l'entourage va dire, bon, mais quand même, là, ça va pas. Mais il y a aussi, sinon, dans cette exagération de la joie, tu vois, sans cesse, cette exaltation sans arrêt, ça peut être un signe aussi de burn-out, en fait. Ça me fait penser un peu à la santé mentale pour le coup. Là, oui, le de toute fait façon, le burn-out, d'être c'est de la santé mentale. extrêmement dans la joie ou d'être extrêmement dans les pleurs, ouais, ça fait plutôt penser à des phases, tu sais, ambivalentes, je sais pas moi, tout ce qui est bipolaire ou même Ouais, voilà, là, oui. schizophrénie. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir toutes les personnes hypersensibles qui ont la sensation d'être bipolaires, Ouais. alors que quand elles consultent un psychiatre, un psychiatre aguerri qui connaît les neuroatypies, parce que c'est pas toujours le cas, leur fait prendre conscience que non, en fait, c'est juste la neuroatypie qui déclenche cette intensité et qu'en réalité, elles sont soit en dépression, soit en burn-out, et que si on soigne ça, et donc là, c'est de l'ordre de la santé mentale, en réalité, elles ne sont pas du tout bipolaires. Ça, c'est super intéressant. Enfin, je veux dire, c'est très important de le savoir. Mon Dieu, ouais. Ça voudrait dire que peut-être il y a beaucoup de diagnostics, entre guillemets, erronés qu'on pourrait en tout cas régler autrement. Non, mais c'est à pointer du doigt. Il y a des témoignages. Il y a beaucoup de témoignages de personnes qui ont été traitées avec des traitements très lourds pour bipolarité, alors que ça ne les concernait pas. Voilà. Alors, quelqu'un dont c'est la spécialité la bipolarité saura très bien faire la distinction parce qu'il y a des signes avant-coureurs de bipolarité, tu vois, depuis des années. C'est quand même très particulier. Ça ne se déclare pas d'un coup comme ça, ou en tout cas, voilà, quelqu'un dont c'est la spécialité verra. Mais je veux pas, tu vois, j'aimerais pas que par exemple les personnes qui nous écoutent en disant ah là là, moi on m'a toujours dit que je suis bipolaire, peut-être pas. Non, allez voir quelqu'un de formé, de compétent. Ne vous fiez pas juste à un podcast, juste allez voir quelqu'un de réellement compétent et qui connaît son domaine d'expertise et soignez-vous dans tous les cas. Tout à fait. Et du coup, tu parlais d'hypersensibilité, mais de l'aspect intellectuel. Et donc, par exemple, quand on parle d'un haut potentiel intellectuel ou émotionnel, c'est ça? Alors, il existe 3 choses. Le haut potentiel intellectuel, qui est bien la douance, le fait d'être surdoué, on entend plein de termes comme ça, c'est donc HPI, HQI, le fait d'être zèbre, surdoué, ça veut dire la même chose, philocognitif aussi. C'est le fait, voilà, c'est un haut potentiel intellectuel. Attends, philocognitif, c'est-à-dire que tu aimes beaucoup réfléchir. La philocognition, ouais, c'est entre la philosophie et la cognition, c'est exactement ça. Et il y a le HPS, donc le haut potentiel sensible,
encore nommé hypersensibilité ou encore ultrasensibilité, c'est encore une fois la même chose. Mais HPI et HPS ne sont pas les mêmes choses. C'est-à-dire que on peut être HPI sans être HPS sans être HPI, on peut être les deux sans être les deux, enfin voilà, tout est possible. Ok. Et on a encore le HPE, donc là, c'est le haut potentiel émotionnel, ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle et qui concerne tout le monde, ça. On n'a pas besoin d'être atypique pour ça et on peut développer notre intelligence émotionnelle tout au long de la Exact. vie. Ok. Donc, en fait, faut surtout garder à l'esprit que finalement, peut-être qu'aujourd'hui, en termes d'intelligence émotionnelle, on est très, très naze. Et c'est ce qui peut Ouais, on expliquer n'est pas beaucoup de bon. burn-out d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est à la portée de tout le monde. C'est pas un truc génétique, t'es pas né Non, avec. Voilà. On peut être tous des HPE, du coup, c'est ça. si on développe la compétence. Alors, il y a des prérequis, bien sûr, que si on est par exemple dans une famille où eh bien, on parle beaucoup sur ses émotions, où on peut exprimer ses émotions sans qu'on nous dise arrête de pleurer ou ce genre de choses, c'est sûr Mm. qu'on arrive avec, on va dire, un réservoir d'intelligence émotionnelle plus haut que quelqu'un qui a été dans une famille où on cachait ses émotions, où on en avait honte, où on n'avait pas la place de les exprimer, bien évidemment. Mais rien n'est gravé dans le marbre, Mm. absolument pas. Et on peut toujours développer son intelligence émotionnelle. Moi, je trouve que, par exemple, chez les femmes, elle est beaucoup plus développée que chez les garçons en général, parce que dans le sexisme qui, en fait, ne permet pas aux petits garçons de s'exprimer, contrairement aux petites filles, on les voit, tu sais, dans les cours, même très jeunes, même les jeux, quand on joue la poupée Barbie, on les Mm. fait se parler les uns les autres, tandis que les Mm. garçons, c'est plus des jeux d'action. Mm. Donc, eh ben, là aussi, le fait de développer, le fait de verbaliser les choses, ben, tu vois, même les femmes entre elles, elles se confient beaucoup et donc ça développe aussi cette introspection permanente, cette réflexion sur les relations, sur la communication, chose que les hommes, quand ils se rencontrent, bah, ils vont aller faire du sport ou Mm. bien si l'un va pas bien, des petites tapes dans le dos, allez hop, tu reviens, tu vois. Bon, Alors que le gars, il est en c'est ça, dépression depuis des mois. Mais exactement. c'est vrai, ça veut dire que, parce qu'il y a beaucoup de mamans hein, qui nous écoutent, et c'est notre responsabilité de changer un peu toutes ces... Bon, déjà, il y a des croyances, et puis c'est vraiment des conditionnements très sexistes, voire misogynes des fois. C'est de notre devoir que de tout leur proposer, tout Ben, le temps, oui, tout de parce que, suite. tu vois, moi, j'ai beaucoup accompagné de couples en tant que médiatrice. Et en fait, le souci, c'est que après, en bloquant les émotions des petits garçons, on en fait plus tard des handicapés émotionnels. Ouais, c'est ça. Hein, c'est ça. Mm. Et après, bah, en fait, c'est la future génération de femmes qui va se les... Qui va devoir gérer tout ça. Mais tu vois, moi, j'ai 4 enfants et j'ai que des garçons, en fait. Et il y en a des plus sensibles que d'autres, naturellement. Il y en a... Et je trouve ça vraiment chouette de voir qu'en fait, bah, oui, il pleure parce que c'est normal, parce que ça reste un enfant, en fait. Qu'importe ce qu'il a entre les jambes, en fait, c'est vrai, ça reste un enfant avec toutes ses émotions. Et je trouve ça vraiment chouette. C'est comme, tu vois, j'ai certains de mes garçons qui adorent porter certaines couleurs en vêtements. Et alors, je sais pas, mais je trouve que dans le rayon des garçons, tu vois, par exemple, c'est toujours très sobre, c'est que du Ouais. noir. Tandis que les filles, c'est beaucoup plus fleuri, c'est plus joli, c'est Il plus y a plus de flashy. choix, alors que ton fils, tu galères à l'habiller. Franchement, t'as l'impression que c'est toujours la même chose. Ouais, je trouve que c'est intéressant de voir qu'on peut changer les choses. On Ouais, peut vraiment... Puis on peut soi-même évoluer dans notre intelligence émotionnelle en accompagnant nos propres enfants. Parce que souvent, les enfants nous font beaucoup, beaucoup d'écho. Tu vois, on c'est transfère clair. beaucoup de choses sur eux. Et tu vois, pour revenir sur les atypies, beaucoup de personnes se découvrent atypiques à travers leurs enfants. Mm. Mais c'est un choc hein, pour beaucoup. Et alors, la crainte des parents, c'est de se dire, mon Dieu, si mon enfant vit la même chose que moi. Moi, je les rassure toujours en disant, bah Mm. non, c'est pas possible, puisque vous Bah ouais, saviez pas ça à son âge. Maintenant, vous le bah ouais. savez. Donc, vous inquiétez pas, il n'aura pas du tout le même vécu. Bah, Parce ça que se vraiment, vous le prépare, c'est savez. que lui, il est tout à ses débuts. Donc, il a tout le temps de revoir, de réapprendre et de recommencer. Non, ouais, non, mais après, ça, je pense qu'être parent, on est tout le temps en panique, quoi qu'il arrive. Ça se Ah oui, maîtrise, c'est ça. mais, mais c'est toujours là. Et je pense que c'est bien que ce soit toujours là. C'est ce qui nous permet d'être hyper vigilants et on va pas non plus. Ouais, moi je crois pas à un monde, tu sais, sans stress, sans risque, sans peur, sans colère. Bah non, c'est là, c'est là. C'est juste qu'il faut pas que ce Ça soit fait, handicapant, c'est tout. ça fait partie des émotions. De toute façon, la peur, la colère, au même titre que la joie, c'est un Mm. package. Hein. Ou on prend tout, ou on laisse tout. Voilà. On ne peut pas choisir. Voilà, on est des robots. Et du coup, multipotentiel. Multipotentiel, ça revient à dire que la personne,
elle est très créative et elle est très cognitive, philo-cognitive du coup. Non, la multipotentialité, c'est encore autre chose. On en parle beaucoup et c'est vraiment chouette. Mais alors, on le rapproche souvent de la douance, le fait d'être surdoué, mais pas toujours. Pas toujours. En fait, les personnes multipotentielles, c'est qu'elles ont, disons qu'au contraire de l'expertise où la personne elle est sur un seul domaine, le multipotentiel a une curiosité sur plein de domaines, mais elle est au-delà d'être curieuse, elle est quand même très pertinente, percutante et elle va au-delà d'une certaine connaissance dans plusieurs domaines en fait. Elle va Et elle fait, développer, elle va voilà, approfondir plusieurs domaines. Pas exactement. juste de l'initiation vite Non, fait via voilà, un c'est ça. article. Mais surtout, il y a une autre chose, c'est qu'elle arrivera à faire des liens, en fait, à travers Mhm. plusieurs domaines, tu vois, de compétences. Et elle a besoin de ça. C'est-à-dire que se concentrer sur une seule chose longtemps, ce n'est pas ce qui va la faire vibrer. Elle a besoin de faire plusieurs Oui, choses, voire plusieurs choses en même temps, tu vois, tout au long de sa sinon elle vie. risque de s'ennuyer. Et c'est Ouais, là où on trouve le bore-out notamment. Exactement. qui n'est pas Qui est tout aussi encore reconnu par l'État, ouais. mais qui pourtant a les mêmes Ah signes d'un oui, burn-out, quoi, et la même exactement. finalité. Ouais, ouais. Et puis ça peut mener à des états dépressifs, hein, Ah oui, totalement. oui, oui, vraiment la même finalité, hein. C'est juste pas la même cause, quoi. C'est pas le même déclencheur, c'est pas la Exactement. même cause, pas la même raison. Et du coup, tout ce qui est TDAH, est-ce que c'est considéré comme de la neuroatypie ou c'est Oui, juste un trouble? Oui. totalement, c'est ça. Alors, neuroatypique, ça veut dire qu'il y a un fonctionnement cérébral différent. C'est-à-dire qu'en gros, si je te fais passer une IRM, bah en fait, on va se rendre compte que dans ton cerveau, ça fonctionne au-delà d'une norme donnée, même si chaque cerveau est unique, on est d'accord. Mais Mhm. voilà, au-delà d'une norme donnée, c'est différent. Donc, tu as la douance dont on a parlé, la haute sensibilité, le TDAH, comme tu dis. Il y a les troubles 10 également, et tout ce qui est domaine du TSA, donc on dit le trouble du spectre de l'autisme au sens large. Quand je dis Oui. autisme, ça fait souvent peur aux gens, mais Ouais, en non. fait, vraiment, le spectre, il est très, très, très large. Euh, Quand j'étais infirmière, tu vois, on disait autiste. Et ouais, quand j'ai bon, fini les 3 ans de cours, là, et ben vers la fin, on disait plus autiste, mais on parlait de très autistique. ah ouais, voilà. Mais Donc c'est j'imagine c'est parce qu'ils ont élargi. Eh bien oui, parce que tu vois, moi dans les neuroatypies, bah, c'est pas rare d'avoir beaucoup, beaucoup d'atypies. Moi-même, je les ai quasiment toutes en fait. Tu vois? Et en fait, elles se compensent les unes des autres et du coup, tu t'en aperçois pas toujours. Et c'est ce qui fausse d'ailleurs les diagnostics. Il y a beaucoup de femmes justement surdouées et aussi en fait autistes. Et en fait, l'autisme au féminin est vraiment très calfeutré par surtout la douance. Donc, elles s'aperçoivent réellement de leur douance que très très tard. Ou au contraire de l'autisme très très tard, ou bien elles sont face à des professionnels qui ne savent pas et qui leur disent non mais madame vous n'êtes pas autiste, ça se verrait sinon. Eh ben non, parce que jumelé à d'autres neuroatypies, ben c'est plus complexe que ça. D'autant que moi, je le répète toujours, mais tu vois, les atypies se colorent, et c'est vraiment une expression que j'ai à cœur de transmettre, c'est qu'elles se colorent avec ta personnalité, avec ton identité, avec tu vois, ta culture, ton éducation, avec les rencontres que tu fais, avec les expériences que tu Hmm. fais aussi. Et donc, d'une personne à une autre, ce n'est pas la même chose. C'est pas une liste à cocher, oui, non, Oui. oui, tu vois. Et ça, il faut bien le rappeler. Et c'est ce qui crée la complexité mais aussi l'intérêt, je trouve, pour ce sujet-là, quoi. Non, c'est clair. Donc en fait, ouais, encore une fois, l'humain est unique, Ah oui. même s'il y a une théorie. Donc voilà, il faut bien qu'il y ait une théorie, il faut bien qu'il y ait une généralité, Mm. des définitions, des critères, des machins. Il n'empêche que chaque humain est différent et donc l'hypersensibilité, elle peut être vécue différemment par Madame A et Madame B, comme le HPI, comme les TDAH et tout ce qui est 10. Donc tout à l'heure, tu Ouais, parlais de 10 et tout ce qui est ouais. dyslexie, dyspraxie, Ah, il y en je a sais plein. plus, dyscalculie, Oui. voilà. Donc finalement, c'est pas réellement des troubles, c'est juste une manière différente de percevoir un truc, un domaine, une capacité, Alors, une compétence. moi, alors, là, il y a un gros débat. Ouais, Je pense que voilà, et pour faire un peu ma normande, je suis pas normande, mais tu vois, pour, ça veut dire quoi? Être bah, neutre? je me dis que tu vois, on peut le voir comme l'un, on peut le voir comme l'autre, dans le sens où pour moi, ça devient un trouble seulement si ça a un impact négatif sur ta vie. Mm. Là, oui. Si on prend l'exemple du TDAH, eh bien, il y a des personnes avec un TDAH qui, pour qui, ou par exemple notamment avec la douance,
eh ben, il va y avoir une sorte de compensation qui fait que la personne, elle va pas forcément s'en rendre compte. Peut-être qu'elle ne le saura jamais. Mais pour d'autres personnes, ça va vraiment impacter très très difficilement leur vie, que ce soit leur scolarité ou même leur vie personnelle. Elles vont avoir tendance à oublier des choses, à égarer des choses importantes. Du coup, tous les papiers administratifs, ça va être une horreur, ou voire du coup, ça peut créer des découvertes bancaires, donc des difficultés de budget ou des difficultés avec des relations, donc une mauvaise estime de soi. Enfin, ça peut générer effectivement beaucoup de choses négatives. Et donc là, oui, on peut parler de troubles et on doit parler de troubles. Et il faut consulter, il faut trouver de l'aide parce qu'il y a des outils, Alors, on ne peut pas soigner ça parce que ce n'est pas une maladie en Ouais, soi. mais on peut vivre correctement avec, quoi. Voilà, on peut trouver en tout cas de quoi compenser. Et puis, il y a aussi des médicaments qui peuvent aider, que ce soit les enfants comme chez les adultes, parce que parfois, oui, c'est nécessaire. Et je crois que ça, il ne faut pas le minimiser parce qu'il y a des gens qui réellement souffrent de ça. C'est comme les troubles 10. Dans l'idéal, il faudrait effectivement que l'éducation, l'école s'adapte aux particularités des enfants. Bon, ben, c'est pas fait. En tout cas, en France, ça n'est pas le cas. Et il y a des enfants en souffrance. Il y a réellement des enfants en souffrance. Enfin, moi, j'étais la première. Tu vois, aujourd'hui, j'écris des livres, mais moi, j'avais zéro en dictée toute ma vie. Hein. C'était une catastrophe. J'étais un coup de stress pas possible. J'ai appris autrement maintenant l'orthographe, mais parce que je connais mes particularités et je sais que je peux pas apprendre les règles d'orthographe comme les autres enfants ont pu les apprendre. Et ça marchait pas chez moi. Mais du coup, tu vois, l'école ne s'adapte pas à ça. Donc oui, ça crée des difficultés et il faut pas laisser l'enfant en se disant, bon, ben voilà, ça fait partie de lui, il est comme ça. Non. Par contre, moi, ce que j'amène effectivement dans mon travail, c'est aussi une vision complémentaire. Donc tu vois, pour moi, il faut pas c'est pas l'une contre l'autre, c'est complémentaire. C'est-à-dire que ce n'est pas que ça. C'est aussi des particularités qui peuvent être positives et qui peuvent générer quelque chose de positif. Et ça peut être intéressant, tu vois, de le dire aussi aux enfants qui en souffrent, en disant, OK, on ne nie pas la souffrance, on ne nie pas des difficultés et on va essayer de trouver des solutions pour ces difficultés, mais ce n'est pas que ça. Du coup, ouais, pour revenir au burn-out, c'est pareil. Ça peut autant, ces particularités te poussent peut-être, enfin, genre comme des facteurs, tu sais, favorisant plus l'épuisement par rapport à quelqu'un qui est, encore une fois, normatif. Je sais pas trop comment... On dit neurotypique, du coup. On dit neuroatypique. Ok. Ouais, donc, autant ça peut pousser la personne plus facilement dans un burn-out lorsqu'elle est neuroatypique, autant au contraire, ça peut être une grande force. Oui, parce qu'ils ont une plus grande résilience. Oui. Tu vois, cette force de rebond sans cesse, de se réinventer, de réfléchir sur soi, d'être dans cette introspection, dans cette analyse permanente, c'est quand même propre aux personnes neuroatypiques. Donc, être neuroatypique, c'est être résilient. Ça, c'est intéressant aussi. Exactement, mais c'est ça. Mais tu sais, un burn-out, d'une certaine manière, ou une grosse phase comme ça, moi je dis, bah, tu sais, burn-out, du coup, ça vient de effectivement mettre le feu. Et moi, je n'oublie jamais cette métaphore de se dire, mais après un incendie, certes, tout est cramé et la vision est terrible, mais en attendant, ça fertilise énormément le sol. Ouais, et puis tu peux rebâtir ce que tu veux, tu peux repartir sur ce que tu veux. Exactement. C'est pas pour rien, par exemple, que beaucoup de villages sont autour des volcans. Oui, ils savent qu'il peut y avoir la lave et tout, mais ils savent que le sol est très riche, en fait, c'est très fertilisant. Donc, on peut se dire aussi que c'est quelque chose... Voilà. Après, il ne faut pas en jouer non plus, parce que le problème des personnes atypiques, c'est que souvent, elles vont de burn-out en burn-out en burn-out. En fait. Non. Mais c'est pas le but. Hein. Moi, je dis souvent que, de toute façon, je dis souvent que ce que je raconte, c'est physiologique. C'est-à-dire que le premier burn-out, tu vas te suradapter et ton corps, il va faire le nécessaire et hop, tu remontes. Le deuxième, ça va être un peu plus difficile. Le troisième, ça va être encore plus difficile. Et si tu enchaînes des burn-out, tu es en train d'esquinter ton corps, en fait, ton physique. Et si le physique est esquinté, le mental ne va pas non plus suivre. On est liés. Hein. On est un tout. On a tendance à oublier, mais enchaîner des burn-out, c'est vraiment mettre sa vie en danger. Alors, la résilience, c'est pareil, c'est chouette, mais si tu tires trop dessus, ça se craque. Donc, non, prendre soin de soi, prévention, quoi. C'est la base. Comme tu as dit, tu as écrit des livres, ok? Oui. Lequel tu nous recommanderais, genre, en priorité, si on était comme ça en burn-in ou en burn-out? Ça dépend en fait si on est sur du burn-out professionnel.
Ça sera plutôt femme atypique qui est... attends, je l'ai là, je me souviens plus. Hypersensibilité au potentiel TDAH, faites de votre différence une force au travail aux éditions Jouvence, qui est un véritable best-seller, vraiment, vraiment. Ça va être la version pro. Si on est sur la version perso, bah, du coup, là, j'ai celui demain qui sort. Le tome 2, c'est Femmes au multipotentiel. Ouais, ça, Quand on pense, aime et vit intensément. Donc, c'est vraiment le tome 2, mais sur le côté vie perso, où on va parler, tu vois, de l'amitié, du couple, le fait d'être mère, ce genre de choses. Mais si effectivement on est sur un burn-out parental, c'est plutôt Ma famille atypique aux éditions Le Duc. Où là je parle vraiment effectivement de la vie de famille, des difficultés quand on est atypique, mais aussi des avantages dans sa vie de famille. Et si on sent qu'on a des problèmes de couple, ben là aussi, du coup j'ai un livre pour le couple, c'est aux éditions Solar, c'est Je t'aime un peu beaucoup hypersensiblement, où j'explique comment on peut créer un couple épanouissant lorsqu'on est hypersensible, comment on peut déjà trouver la personne qui nous correspond, mais aussi créer le couple qui nous ressemble, et tous les conditionnements et les déconditionnements qu'il y a à faire en ce qui concerne la vie de couple. Donc tu vois, ça va dépendre un peu de la thématique. Si tu as 3 conseils à nous donner pour mieux vivre son hypersensibilité ou même sa douance ou même ses troubles 10 et autres. Étant Déjà, donné en qu'on fait, peut vivre correctement avec. ouais, totalement, totalement, j'en suis la preuve vivante. Déjà, je pense qu'il faut apprendre à se connaître. Beaucoup trop de préjugés. Donc, les gens ont une méconnaissance, mais même au-delà de méconnaissance, ils ont des préjugés. Et du coup, ils ont des préjugés sur eux, en fait. Et ils se rendent pas compte de ce qu'ils sont capables de faire et ils ne savent même pas, en fait, l'hypersensibilité, qu'est-ce que c'est, mais pour eux. C'est-à-dire que oui, ils ont une vague idée de ce que c'est, mais quelle est votre hypersensibilité à vous? Comment elle se caractérise chez vous? Enfin, si vraiment ils ont envie de creuser le sujet, qu'ils prennent rendez-vous avec des professionnels. Il y a des professionnels formés. Moi, j'ai mis un annuaire sur mon site ou à la une en Instagram avec des professionnels que j'ai moi-même formés sur le sujet. Et allez-y, c'est-à-dire que les seuls professionnels de façon francophone qui sont réellement habilités et qui sont formés sur le sujet, il n'y en a pas beaucoup. Soit sur le site d'Hélène Aron, comme moi, en tant que thérapeute référencée internationalement, mais je crois des Français, on n'est même pas 2 ou 3. Ouais. Soit sur l'Observatoire de la sensibilité, soit, ils peuvent retrouver les mêmes personnes, du coup, sur mon annuaire à la une, sur Instagram. Donc, voilà, les autres, c'est que les gens, je ne sais pas où ils ont été formés, parce qu'il y a très, très peu de formation sur le sujet. Donc, voilà, ça, c'est vraiment le premier sujet, aller chercher de l'information, mais de l'information vérifiée auprès de professionnels qui connaissent le sujet. Donc ça, c'est plutôt la première chose, c'était par rapport aux préjugés, de réfléchir sur ces préjugés. Et le troisième conseil que je donnerais, c'est plutôt ayez confiance dans votre sensibilité. Je pense que si on reprend confiance dans sa sensibilité, parce qu'une fois qu'on aura fait, tu vois, on enlève les préjugés, on comprend sa sensibilité, et du coup, on prend confiance en elle, elle nous guide. C'est un très bon guide, en fait. Pour trouver les choses qui nous correspondent vraiment et éviter des états d'épuisement, de burn-out, des choses qui nous mettraient en mal. Ok, donc, redis-moi. Le premier, c'est vraiment déconstruire, je pense, les idées reçues, tu vois. Le deuxième, c'est comprendre sa propre sensibilité, comment elle est colorée soi-même, en fait, et quitte à demander, prendre rendez-vous avec un professionnel. Et le troisième, c'est vraiment faire confiance dans sa sensibilité comme quelque chose qui va nous guider. Ça marche. Et qu'est-ce que tu dirais du coup à une personne qui nous écoute aujourd'hui et qui est dans cette phase très difficile où vraiment ça reste une épreuve quand même le burn-out, surtout quand on est dans la phase d'effondrement. Qu'est-ce que tu lui dirais pour clore la discussion? Qu'on s'en sort. Qu'on s'en sort toujours, mais qu'il faut demander de l'aide. Parce que si on en est là, c'est parce que justement, on s'est entêté à ne pas demander de l'aide. Donc là, il faut... c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que la folie, c'est de refaire... Je crois qu'il y a une citation comme ça qui dit la folie, c'est de refaire la même chose en espérant un résultat différent. Exactement. Donc là, je crois qu'il est temps d'arrêter d'être fou et de faire autrement, et c'est-à-dire de demander de l'aide pour tenter quelque chose de différent. Mais qu'on s'en sort. On s'en sort et on peut même après être beaucoup plus fort de ça. Il y a énormément de témoignages et d'exemples qui démontrent que les personnes qui ont justement vécu ça sont les meilleures après pour aider d'autres personnes à leur tour à ne pas vivre. Tout à fait.
Non, mais généralement, quand tu remontes la pente, tu repars sur des projets beaucoup plus épanouissants et Exactement. plus colorés et plus sympas. Et ouais, les filles, elles vont dire, certes, c'était une très mauvaise passe, tout le monde s'en passerait, tu vois, si on Ah pouvait oui. choisir, cliquer sur notre parcours. Mais quand c'est là et qu'on se donne les moyens et qu'on s'en sort, sincèrement, elles sont toutes beaucoup mieux après. Parce Ben, que, ça bah, nous resitue. Je pense que ça nous remet à la bonne place. mm, et Après, puis ça ça nous dépend. pousse, tu sais, à Ouais, aller exploiter ce qui est en train de dormir et de végéter. Des fois, tu as plein de forces, mais tu les as jamais réellement pris au quotidien et utilisées au quotidien. Le burn-out, ça vient de dire, il y a un souci là, il y a un souci là, il y a un c'est souci ça. là. Et le fait de C'est les exactement réparer, ça. tu ne peux qu'être plus forte, quoi. Après, ça dépend des croyances qu'on a, tu vois. Mais je me dis que vraiment, on peut y voir aussi des signes importants de dire, hé, t'es pas à la bonne place, tu Ouais. t'entêtes, mais moi, je te montre que là, c'est bloqué en fait. Mm, Donc toi, mm. c'est comme si tu fonçais la tête dans le mur encore, encore, encore. On dit, mais il y a un mur, donc oui, tu vas te faire mal en fait. Il y a un mur, c'est pas le bon chemin, va ailleurs. Donc à un Non, moment c'est donné, ça. à force de te cogner, bon, bah oui, tu comprends que c'est pas le bon chemin. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Vraiment, c'était très enrichissant. Moi, je suis sûre que ça va aider plus d'une. Et j'ai envie de dire, vas-y, continue parce que c'est vraiment chouette. Je vous recommande Merci. d'aller sur son Insta et de suivre bah, tout ce que tu fais en termes de story, de live, de reels. C'est toujours très, très instructif, notamment pour les parents qui ont des enfants ou même des familles qui sont complètement atypiques. Ou des fois, tu sais, on n'est pas concerné, mais on a quelqu'un Oui, dans exactement. l'environnement qui est concerné et ça aide de bien vivre Exactement. avec lui. Donc, Exactement. merci beaucoup. Merci à toi de cette invitation. Merci, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Voilà, merci plus pour ton écoute. J'espère que le podcast a été utile. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis, me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. Tu peux le partager aussi tout partout autour de toi, ça permet de le faire vivre. Et si tu veux qu'on échange sur cet épisode ou un autre épisode de podcast, eh bien je te donne rendez-vous sur Instagram en message privé ou alors via mon canal Telegram privé pour éviter les réseaux sociaux. Sinon, on se capte la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, booste ton feeling good.